Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, comme je vous le dis tous les jours, et je ne me fatiguerai jamais de vous le rappeler, aujourd'hui est un nouveau jour. Vous qui avez eu la grâce de Dieu d'être debout ce matin, de prier, d'être debout ce matin et de regarder vos enfants, d'être debout ce matin, vous laver, vous habiller par vous-même, allez travailler, embrassez votre mari, embrassez votre époux, embrassez votre épouse, accompagnez les enfants à l'école, dites merci à Dieu. Glorifiez le Tout-Puissant et célébrer la vie. Parce que beaucoup d'entre nous se sont couchés hier, à la même heure, voire même un peu plus tard, et ne seront pas debout ce matin. Ils ne seront pas debout ce matin. Parce qu'à l'instant où je vous parle là, sérieusement, les gens sont en train de pleurer quelque part, que papa, on a mangé avec lui hier à la dernière minute, ce matin on le trouve mort. Maman, hier on était ensemble, j'ai parlé avec elle au téléphone, aujourd'hui on m'annonce qu'elle est partie. Non, elle était déjà très souffrante aussi. Maman m'a appelé, j'ai parlé avec le médecin, il me disait que ça commençait déjà à aller. Mais je suis très surpris ce matin qu'on me dise que normalement, elle a cassé la pipe, elle n'est plus avec nous. Ils sont partis. Vous, vous êtes debout. Vous recevez ce message. Vous êtes vivant. Nous avons un côté la tristesse, on pleure, celle ou celui qui est parti. Mais nous sommes vivants. Nous pleurons. En même temps, nous sommes en vie. Nous avons écouté cette triste nouvelle. Il faut glorifier Dieu. Chaque jour. Nous partirons tous. Mais nous ne partirons jamais tous le même jour. Jamais. Même lors de la première et la deuxième guerre mondiale, il y a toujours eu des survivants. Chacun ira à son temps. Alors, célèbre la vie et glorifie Dieu. Et célébrer la vie, c'est célébrer avec l'autre. Il faut donc te dégarnir de toute méchanceté qui puisse s'endormir ou bien en veille dans ton corps. Dégarnis-toi de la méchanceté, de l'aigreur, de la jalousie. De cette volonté-là de vouloir du mal à l'autre. Il faut te dégarnir de ça. Rends-toi léger. Je vous assure, quand je me couche le soir, je dis merci au grand architecte de l'univers. Donc, appelle-le comme tu veux. Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, Allah, Job, God. Donne-lui le nom que tu veux. Glorifie-le. Et le soir, quand je rentre, dès que je traverse le seuil de la porte, déjà à l'immeuble, je dis merci Tata Bé. Je te dirai jamais assez merci pour les bienfaits que tu apportes à ma vie. Pour ce que tu fais pour moi. Et dès que je rentre à l'intérieur de chez moi, je dis merci. Ntizamba. Merci pour ce que tu m'as apporté, pour ce que tu m'apportes et ce que tu m'apporteras. Merci de m'avoir permis de sortir ce matin et de revenir en bonne santé. Merci d'avoir accompagné mes parents, mes enfants, mon épouse, mon époux, au cours de toute cette journée. Je n'ai pas eu de tristes nouvelles. Mais indirectement, j'ai eu de tristes nouvelles parce que j'ai regardé les informations. J'ai appris qu'on a tué au Mali, on a tué au Burkina, on a tué au Congo, on a tué au Tchad, on a tué en Centrafrique, on a tué un peu partout au Cameroun, au Nozo. Et ce matin même encore, un bébé de 11 ans a poignardé son père à mort. Il a poignardé son papa à mort. L'enfant que vous voyez là. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as poignardé ton père? Pourquoi tu l'as tué? Parle fort. Ce n'était pas mon intention de le tuer. C'était pas ton intention. Tu fais quelle classe? 6e. Tu fréquentes où? Oui, polyvalent, Bias. Polyvalent quoi? Bias. Tu as quel âge? 11 ans. Voilà. C'est quoi? Pourquoi tu as donc poignardé ton père? Ça s'est passé comment? Explique-moi. Je voulais partir chez ma mère. Tu voulais partir chez ta mère et tu as demandé à ton père, il a refusé? Il a refusé. Oui. Ta mère habite où? Il habite à Congo. Mais pourquoi tu ne connais pas la maison du Tom? Tu ne peux pas partir. Pourquoi ils se sont séparés?
Ils sont séparés pourquoi? Je sais pas. C'est le temps petit. Tu étais encore petit quand ils se sont séparés. Ça s'est donc passé comment? Il était quelle heure? Tu as pris le couteau où? Dis-moi, explique-moi comment ça s'est passé. C'était à 19h. Il était 19h. Ton père, lui, il était où? Il est dans le dormi. Il était en train de dormir dans la chambre ou bien au salon? Dans la chambre. Maintenant, tu allais prendre le couteau. Oui. Tu l'as poignardé où? À quel niveau? Sur le ventre. À ce niveau-ci? Un peu plus bas? Oui, ça. Oui, tu as poignardé combien de fois? Une seule fois. Une seule fois. Hein? Je voulais qu'il parle à l'hôpital. Je voulais qu'il parle à l'hôpital pour que par derrière, il proche ma mère. Tu voulais qu'il parle à l'hôpital pour que par derrière tu parles chez ta mère. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vivez seulement à deux dans la maison? Et donc, Vous habitez où? C'est quel quartier? Force de Dieu. Force de Dieu. Ton père travaille quoi? Moto. La moto, c'est un ben skinner. Un moto taximan. Bon, maintenant, quand tu as poignardé, il s'est réveillé ou bien ça s'est passé comment? Dis-moi. Ils sont ouverts. Oui, après? Il était rentré dans la porte et il a dit que je suis venu. Oui. Après, il est sorti, il s'est placé à côté de la porte, il a payé par Emma. Le papa est venu, on l'a amené à l'hôpital. Oui. Là, les gens au quartier étaient en train de me taper. Oui. Mon tapé, arrivé d'être. Arrivé, ma mère est venue, elle a commencé à pleurer comme on était sur la véranda. Il m'a tapé ce qui était sur la véranda. Elle est venue, elle a commencé à pleurer. Après, la chute, après, ça encore. Réveillé. Maintenant, le sort de ton père, comment? Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il est mort. Il est mort. Est-ce que tu regrettes ton geste? Est-ce que tu regrettes ton geste? Bien. Donc, l'enfant que vous voyez là, vous venez d'entendre là, a poignardé son père pour des raisons que vous entendez là. Des raisons qui n'ont pas de sens. Non, j'ai poignardé mon père parce que je voulais qu'il soit blessé et qu'il aille à l'hôpital. Entre-temps, j'aille chez ma maman. Je ne sais pas si c'est l'esprit démoniaque qui l'habitait, que pendant que ton père dormait, pourquoi tu ne pouvais pas aller chez ta mère? Ton papa dort. Il t'a dit de ne pas aller chez ta maman. Ok, très bien. Il a ses raisons dont nous ne connaissons pas, donc tu ne connais pas. Il t'a dit de ne pas aller chez maman? Oui. Ok. Il est allé se coucher, il dort, il ronfle. Mais tu as eu le temps d'aller prendre une arme blanche. Pendant que le père dort, tu vas lui ôter la vie. Raison, je voulais qu'il soit blessé et pour qu'il aille à l'hôpital. Entre-temps, j'aille chez ma maman. Tu connais où ta maman habite? Non. Tu devrais aller là-bas comment? Alors pourquoi tu n'as pas voulu poignarder au niveau du pied, au niveau du bras? Pourquoi tu as choisi seulement au niveau du ventre pour ôter la vie à ton père? Donc voilà les comportements que nous avons tous les jours. On ne sait plus à qui faire confiance, à son époux, à son épouse, à son fils, à sa fille, à un ami, à un voisin, à une autorité. On ne sait pas. Parce que à l'hôpital, on te tue. Vous connaissez l'affaire d'Hitler. Ça s'est passé à l'hôpital. Le directeur général de l'hôpital au Cameroun, qui est complice des assassinats et des crimes de prélèvement, de vente d'organes. Il s'appelle Joseph Fouda. Je ne vous dis jamais rien sans preuve. Et quand je prononce un nom, je me suis bien documenté. J'ai eu des témoignages, j'ai eu des preuves, j'ai eu des écrits, j'ai eu des photos, j'ai eu des documents. Je ne prononce jamais le nom de quelqu'un ici en vain. Jamais. Où est-ce qu'on sera en sécurité? Où? Vous avez vu l'insécurité partout au Cameroun. Dans la maison du président. Des bandits vont voler dans la cave du président. L'endroit le plus sécurisé du Cameroun. La présidence de la République. Les individus réussissent à aller voler là-bas. La cave du président, on vide la cave avant du président. À la présidence de la République, les individus réussissent à aller cambrioler le bureau du directeur de cabinet civil, Mvondo Yolo, à la présidence de la République. Au Cameroun, des gars arrivent à aller braquer au bureau, au ministère des Finances. Ils finissent de voler et mettre le feu. Au Cameroun, les gens arrivent à aller dans certains bureaux des impôts, mettre le feu. Au Cameroun, à Douala, la mairie, ils finissent de voler, de tourner les papiers et mettre le feu. Mais ce que vous ne savez pas, ou vous savez, vous avez oublié, mais je vais vous rappeler. La plupart de ces crimes, de ces cambriolages, de ces assassinats, de vols et braquages sont organisés par les hommes en tenue. Oui, monsieur, par des hommes en tenue. Alors,
Je suis très surpris parce que j'ai vu une note qui parle des propositions de ceux qui veulent porter du grade de général dans mon pays, au Cameroun. Ceux qui veulent porter colonel, ceux qui veulent des prolongations, ceux qui veulent des avantages. Si le président de la République, Paul Biya, vivait encore, il aurait écouté ce que je lui dis ici. Mais je dis quand même, qu'il vive ou qu'il ne vive plus, ça sera utile pour les prochaines générations et pour la Troisième République. Je dis que jusqu'à ce que Paul Biya parte, toute nomination, tout avancement d'officier au Cameroun sera inutile. Je répète ce que je viens de dire. One more time. Toute nomination, tout avancement en grade des officiers subalternes ou supérieurs au Cameroun ne sera que l'objet du commerce, de la corruption, de business. 99% des officiers supérieurs camerounais sont des bandits, des imposteurs et qui ne sont pas à la poste et qui ont acheté tous les grades pour avancer. Oui, le processus peut suivre pour les militaires de rang, les caporaux, jusqu'à adjudant-chef. Il faut arrêter ça jusqu'à ce que les choses changent au Cameroun. Plus d'avancement. Parce que ce qui se passe au Cameroun, en termes de crimes organisés par des officiers, vous ne pouvez même pas imaginer. Alors quand vous voyez un enfant comme ça, 11 ans, qui tue son père, pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a vu les autres faire. Il a vu que Yaoundé, et il écoute, il n'a pas entendu que la peine de mort est réactivée. C'est-à-dire que tu tues, on te tue. Point, on avance. Qu'est-ce qui fait peur? Aujourd'hui, les petits-enfants sont devenus des voleurs à 5 ans, 6 ans, 11 ans. Je ne vous parle pas 18 ans. Pourquoi? Parce que les militaires tuent. Un militaire se lève avec une arme, il tire sur sa fille. On vous fait comprendre que c'est parce que sa fille a préparé un poisson, elle devait aller donner ça à son copain. Son père l'a tué pour ça. Son père dit que non, c'était une erreur. Oh non, classé sans suite. Non, un militaire tue sa femme à la maison. Non, bon, c'est normal. Une femme tue son propre mari. On avance. Un sous-préfet se lève comme ça et tue sur sa copine, une étudiante. Papa. C'est normal. Classé sans suite. De l'autre côté de Bafia, un journaliste se retrouve dans la maison d'un responsable. Paf, on le retrouve mort. Classé sans suite. Donc, tous ces crimes-là, vous pensez que ces enfants-là, les biberons de 11 ans là, font comment? Ils observent, ils regardent. La violence est partout et dans tous les domaines au Cameroun. Il n'y a plus personne à qui on peut faire confiance. Est-ce que vous savez qu'il y a un général au Cameroun qui a tué son propre fils à cause d'une femme, parce qu'il couchait avec la femme de son fils? Vous savez ça? Dans notre pays, le Cameroun, un général, je vous ai déjà publié cette vidéo-là ici. Il y a des vidéos où je ne reviens plus. Allez voir ça sur mes publications. Un général de l'armée camerounaise a tué son propre fils parce qu'il couchait avec la femme de son fils, qui était aussi militaire. Dieu l'a éliminé. Ça se passe au Cameroun. Oui, monsieur, ça se passe chez nous au Cameroun. Alors quand j'apprends que le commandant Bouba Simala, l'ancien garde du corps de Kaveh Djibril, qui avait été accusé de tenter de livrer Kaveh Djibril au Boko Haram. Et quand j'apprends que ce monsieur-là a été payé pour aller assassiner Mbapou Parfait, je lui dis, c'est bien, nous sommes quand même au courant. Nous sommes au courant. Vous savez, chaque fois que vous ôtez la vie à quelqu'un, vous ne ôtez pas la vie et restez éternel. Il y a un exemple au Cameroun d'un monsieur qu'on appelle Maxime Ekoeko. Je dis ça à Bouba, le commandant Bouba, de la gendarmerie encore. Parce que l'affaire que je vais vous raconter ce matin-là, c'est terrible. Celui qui est en prison, Maxime Ekoeko, c'est celui-là qui a ôté la vie au capitaine Guérandi. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour aller ôter la vie à ce compatriote. Ils l'ont fait. Il n'y a pas que Guérandi à qui ils ont ôté la vie. Il y en a beaucoup. Plusieurs. Comme Maxime Ekoeko, qui est en prison, d'autres certains vous disent qu'il est innocent dans ce qui s'est passé avec... chacun vous raconte son histoire. Mais en dehors de Martinez Zogo, Maxime Ekoeko a ôté des vies à plusieurs personnes, y compris des hommes en tenue, des officiers militaires. Ce sont vos comptes rendus. Hein? Je me base sur ce que vous écrivez, officiel. Des rapports adressés au président. Des rapports inter-services. Des rapports pour informer le président. Maxime Ekoeko a ôté des vies aux officiers supérieurs, aux officiers subalternes, aux civils, aux hommes d'affaires lambda. Dans notre pays, le Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est Maxime Ekoeko qui est allé arrêter les Ayoub Tabé et les autres. Le voilà aujourd'hui à condamner. Et même s'il sortirait un jour, il va être condamné pour les faits que nous connaissons. Oui, monsieur. Donc, j'ai dit à monsieur le commandant Bouba Simala,
que je sais, automatiquement, vous avez livré déjà beaucoup de gens. Vous avez tué beaucoup de personnes. Nous le savons. Mais est-ce que vous pensez que en ce moment, puisque ceux pour qui vous travaillez au télévis comme ça chaque fois, ils sont encore au travail, en fonction, ils ne seront pas avec vous éternellement. Ils ne seront pas aux affaires éternellement. Est-ce que vous vous souvenez d'un monsieur qu'on appelle Jean-Baptiste Boka? Vous vous rappelez de ce nom? Il n'est plus de ce monde. Il en a tué beaucoup. Il a fait beaucoup de mal. Nous avons aussi ces dossiers. Beaucoup d'entre vous ont servi de bras armés sous ses ordres pour aller ôter des vies aux gens. Connaissez où il se trouve. Aujourd'hui, régulièrement, sa tombe est profanée. Profanée par les mêmes gens avec lesquels il était dans des cercles sataniques qui ont abusé pendant qu'il était encore mort. Et jusqu'aujourd'hui, il continue d'aller profaner sa tombe. Vous vous rappelez cette affaire, il y a de cela quelques mois. Un jeune a été arrêté là-bas en allant profaner la tombe, alors que ce n'était pas la première fois qu'il y allait. Pourquoi on le dénonce pour la troisième fois? Alors que régulièrement, on envoyait aller prélever un certain nombre de choses sur le corps de Jean-Baptiste Boka. Et quand on arrête le jeune, c'est une personnalité de la République qui demande qu'on le libère. N'est-ce pas? Très bien. Vous croyez rendre des services à des personnes en allant tuer des gens à gauche et à droite. On vous connaît. Mais pourquoi on n'en parle pas suffisamment? Parce que si j'en parle ici, je vous donne une information. Je la garde. Parce qu'automatiquement, l'enquête n'ira nulle part. L'enquête n'ira nulle part parce que ceux qui vous ont instruit sont encore aux affaires. Donc, automatiquement, vous faire comprendre que la fille de Dambougou Belinga avait été assassinée. Voici ce qu'elle vivait. Qu'est-ce que ça va donner? L'enquête n'aboutira à rien. L'enquête n'ira nulle part. N'est-ce pas? Vous racontez un certain nombre de choses qui se passent ici. Vous racontez un certain nombre de choses qui se passent aussi longtemps que les organisateurs, les fondateurs qui entretiennent ce comportement sont en service, mais ça n'aboutira pas. C'est pour ça que je vous dis, la véritable justice se fera avec la Troisième République. Le général Loubazar, un autre imposteur, sa propre fille, lieutenant de gendarmerie, là à Yaoundé, impliqué dans les histoires de corruption, avec les personnalités, des officiers supérieurs de la même gendarmerie. Alors, en vous donnant cette information-là et des preuves d'escroquerie, de corruption, de manipulation, de vol, bon, ça ira où? Parce que il y a le monsieur qu'on appelle Jean-Baptiste Bokam était là, parce que aujourd'hui, celui qui est là, Galaxy Toga est là, parce que Ferdinand Gongo est là, parce que au tribunal militaire, ce sont les mêmes personnes qui couvrent les crimes, parce que dans les tribunaux civils, vous avez les Ncham et les autres, la même organisation des bandits qui couvrent les crimes. Comment pensez-vous que des enfants comme celui qui va tuer son père prendront peur? Exemple, que quand tu tues, tu voles, tu braques, tu mens, tu es condamné, jusqu'à même condamné à mort. C'est impossible. C'est impossible puisque les gens qui ont tué les enfants de Paul Biya, comme vous voyez, ce sont des hommes en tenue. Le Joseph Fouda, les services de renseignement, les Maxime Eko étaient au courant de fréquentation de Brenda Biya. Si moi je suis ici, je dépense mon propre argent, je m'en vais enquêter sur la fille du président. Ce n'est pas parce que c'est la fille du président seulement, mais parce que son comportement va avoir un impact sur des générations à venir. Alors je préviens à son papa, je dis à son papa, attends, en dehors, au-delà de la fonction présidentielle, vous êtes un papa. Les comportements de Brenda C vont avoir un impact sur votre magistère, un impact sur le peuple camerounais, un impact sur la jeunesse camerounaise. Ces enfants qui ont accompagné Brenda à la drogue, qui sont 3, que j'ai bien noté, avec leur concours, ont été envoyés 2 d'entre eux par Martin Belinga Boutou. Voici comment ça s'est passé, voici comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est passé. Tu fais un rapport, tu dis au président de la République, je suis Patrice Numa Freeman. Je ne suis pas payé pour ça. Mais je vous informe parce que ça aura un impact sur nos enfants demain. Si Brenda continue sur cette voie-là, voici ce que votre entourage fait. Mais qu'est-ce que cet entourage-là a pu faire de rapide? C'est d'écrire au président, pour dire au président de la République que moi je n'aime pas le président. Je n'aime pas le président Biya. Alors que je donne une information qui engage ma vie, la vie de mes enfants, la vie de la République, la fonction du président. Expose d'autres enfants comme le petit qui a tué son père. Imaginez-vous, Brenda Biya, dans son état, est-ce que vous savez qu'elle a sorti le couteau aux États-Unis? C'est pour ça que la police américaine, après mon départ, quand j'informe ses parents, de ce qui s'est passé, Evinando, le lieutenant-colonel Evinando, l'adjoint de Aivo, la même association des bandits et des imposteurs, tous ces gens, Biyabi Vore est en sécurité parce que Dieu veut encore qu'il soit là. Ce n'est pas parce que sa sécurité est bonne. Non, ils sont tous des bandits. Sa femme est en sécurité parce que le temps de Dieu n'a pas encore sonné pour inspirer des Camerounais courageux pour les chasser. Si ces gens-là comptaient seulement sur leur garde, non, ils sont morts depuis. Evinando et les autres vont dire au président que, bon, monsieur le président, Numa n'aime pas ta fille, Numa ne t'aime pas,
il n'aime pas ton épouse, il n'aime personne. Mais 3 semaines après ce que je viens de dire au président par une note, c'est le département d'État américain qui appelait ses parents pour leur dire venez la récupérer, sinon on va la mettre en prison. Brenda Biya, victime de son instant après avoir pris son truc là, a été abusée sexuellement. C'est moi, Patrice Nouma Freeman, qui dit à ses enfants là à l'époque, vous vous souvenez quand elle était aux États-Unis, faites attention, ne publiez pas ces vidéos. Ok? Qu'est-ce qu'il vous faut pour ne pas publier cette vidéo? Et vous me la remettez. Ils m'ont demandé 15 000 $. J'ai payé les 15 000 $ de ma poche. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu une vidéo de Brenda dehors concernant cette affaire. S'il y a d'autres vidéos qui sortent quand elle s'embrasse avec les... Elle fait ses papa, ainsi de suite, là, avec les filles des autres personnalités, ça c'est elle là-bas. Mais ici, j'ai tout fait pour préserver l'image du pays. La fille du président. L'image du président. Et c'est aussi notre image. Ce n'est pas seulement pour elle. Malheureusement, ceux qui sont autour du président de la République, ce n'est pas leur intérêt. Ce n'est pas une question d'image. Pour eux, c'est leur intérêt personnel. Aussi longtemps que Brenda est dans cet état, ça les arrange. Ça les fait beaucoup d'argent. Parce que quand Brenda casse, quand elle perd la tête, elle fait ce que vous voyez là, sur cette image ici. Regardez ça. Donc je suis tellement dans le mal ici au pays. Tellement dans le mal, regardez. Vous-même. Hein, j'essaie de regarder mes trucs en hauteur. La télé que ma mère m'a donnée par terre. Vous-même, vous trouvez ça normal qu'on me regarde encore ici quand moi je ne vais pas bien? J'avais demandé jamais, ils m'ont donné. Non. Qu'est-ce que j'avais demandé, ils m'ont donné? Rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent que je joigne le côté de piment de remplissement de poche. Alors, donnez-moi des milliards, je ne bouge pas. À vous aussi. Alors, quand elle agit comme ça arrange l'entourage du président. Puisqu'il va falloir l'envoyer à l'étranger pour aller se faire soigner. Il faut envoyer les personnes là-bas. C'est de l'argent. C'est les frais d'émission. Vous voyez? Mais on ne se pose pas la question, on n'a jamais fait un lien entre l'état de cette fille-là à un certain moment des événements politiques au Cameroun, à un certain moment des avancements, à un certain moment de certain nombre de choses au Cameroun. On ne fait pas le lien. Pourquoi sa folie monte d'un pic à un certain moment? Pourquoi baisse-t-elle à un certain moment? Pourquoi est-elle calme à un certain moment? Pourquoi disparaît-elle à un certain moment? Pourquoi revient-elle sur les réseaux sociaux à un certain moment? On n'a jamais fait le lien de tout ça. On ne réfléchit pas pourquoi. Parce que les services de renseignement, les Maxime Eko, les Galaxy Toka, les Ferdinand Gongo, les Vinando, ça ce n'est pas leur problème. Plus les enfants du président sont fous, mieux c'est pour eux. Vous comprenez? Quand vous apprenez que la fille du président de la République se retrouve dans des médias étrangers, quel que soit son âge, il faut faire un effort de la protéger. Si l'effort protéger sa folie, le pays dans lequel je vis, le fils de ce président-là est dans les tribunaux aux États-Unis. Il est dans les tribunaux aux États-Unis pour un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce que son père a fait? L'entourage a tout fait pour protéger cet enfant, pour couvrir un certain... Alors qu'il est déjà un adulte, c'est un vieux. Son père vient de le gracier. N'est-ce pas? Mais dans le cas de Biya, l'entourage de Biya envoie des informations dehors. Filme, on envoie dehors. Filme, on envoie dehors. Pourquoi? Parce que mieux Biya est là, ça l'affaiblit, ça l'expose. Ils disent à Biya qu'ils sont les seuls qui peuvent le protéger. Les Nouma le détestent. Vous voyez le jeu? Plus Paul Biya est dans cette situation dans laquelle ce comportement-là ont rongé sa famille, ses enfants, avec la complicité de son environnement. On lui fait comprendre que non. Plus nous sommes à côté de toi, c'est nous qui te protégeons mieux. Pendant ce temps, il prend sa fille et livre à la presse française. Elle dit qu'elle veut être l'égérie, des sodomifiants. Alors depuis qu'elle est passée, on ne l'attendait plus parler, n'est-ce pas? On attend un autre événement pour prendre encore l'argent et la livrer à nouveau. Alors, ce que je viens de vous dire, là, engage tous les responsables des services de renseignement camerounais, toute la ceinture, le contour, le cerceau de la ceinture sécurocrate dans notre pays. Et les gens comme ça s'asseyent aujourd'hui
Ils vont aller déposer dans le bureau de Paul Biya des avancements. Ils veulent porter le grade de général. Alors qu'on tue au Cameroun chaque jour, chaque nuit, chaque minute, chaque soir, chaque matin, dans la journée, chaque jour on tue. Les gens qui sont appelés à protéger les Camerounaises et les Camerounais ne le font pas. Mais vont demander au président de la République, je veux porter général. Prolonge-moi encore. Les Jackson Kamgen. Ça fait déjà la 5e année. Il y a des enfants au quartier qui veulent porter colonel, qui veulent avancer, qui veulent travailler. Mais Jackson Kamgen, lui, il occupe un poste. Donc il est convaincu qu'il demande même qu'il faut qu'on reforme la con. Ils appellent le mot là comment? Qu'on privatise. Qu'on privatise le génie militaire. Lui veut acheter le génie militaire et qu'on fasse de lui le directeur général. C'est-à-dire le génie militaire est devenu sa maison. Parce qu'il faut qu'il reste là. Comme il a construit le caveau du président de la République, là où on va l'enterrer, il faut qu'en guide de récompense, qu'il porte général. Mais ceux qui partent au quartier en retraite, non, ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont personne. Ils n'ont pas creusé ou construit le caveau du président. Mais c'est Jackson qui doit porter général. Ce sont les colonels qui doivent porter ces galons de généraux là. Parce que eux, ils sont exceptionnels. Alors que la mission qui leur a été assignée, qui est la première mission d'un chef d'État, protéger son peuple, ses citoyens et leurs biens. C'est la première mission d'un chef d'État élu ou la première mission d'un responsable. Fut-il prophète, sous-prophète, gouverneur, gendarme, commandant de légion, commandant de brigade, commandant de compagnie, commandant de bataillon. Première mission dans laquelle tu es là, c'est protéger, mener la justice, mener des enquêtes. Le président protéger son peuple et le bien de tout le triangle national doit être protégé par le président. Mais ceux qui ne le font pas sont les premiers à aller voir le président pour lui dire, excellent monsieur le président, voici les propositions d'avancement. Elle doit porter général, elle doit porter colonel. Comment pouvez-vous imaginer que le plus grand tueur de la République soit aux côtés du président, appelé Joseph Fouda? Personne n'a jamais fait le lien. De se rendre compte que le président de la République, Paul Biya, a passé son temps à sanctionner des personnes au ministère de la Défense, à la gendarmerie, à la police, à la douane, alors que tout ça passe par ses services, notamment l'état-major particulier du président de la République et le conseiller spécial. Alors, si le président de la République a réussi à faire signer des fausses notes ou des faux décrets, mais il faut poser la question aux gens qui sont à côté de lui. Comment ont-ils fait pour qu'on signe des faux dossiers avec l'affaire de la Chine qui a conduit aujourd'hui Alain Mebengoro à prison sous d'autres faux prétextes, alors que c'est passé par le président de la République? Mais si on sanctionne Alain Mebengoro, mais c'est passé par où? C'est passé par le cabinet spécial conseiller du président de la République. Quelle est la responsabilité de ce monsieur? Il a toujours été là. Et quand vous voyez ce monsieur-là ressortir aujourd'hui, rougir, dire qu'il faut absolument tuer Mbapou, c'est parce qu'il se rend compte que non seulement la femme Mbapou a mis à nu tout ce qu'il faisait depuis très longtemps avec Amogo Boute, et en plus ils sont des traîtres. Ils ont trahi le président. Alors des gens comme ça veulent porter le grade de général. Des gens comme ça veulent remplacer Paul Biya parce que c'était l'objectif de Joseph Fouda. Faire comme au Gabon. Oui, faire comme au Gabon. C'est-à-dire les gens qui ont amené Paul Biya à échouer veulent être ceux-là qui veulent remplacer Paul Biya. Les gars, ça ne peut pas se passer au Cameroun, les gars. Votre imposture a assez duré. Nous allons tout faire pour que les Camerounaises et les Camerounais prennent le contrôle de leur pays dans de bonnes conditions. Je combats avec la dernière et la première énergie le président de la République qui n'est qu'une fonction, mais je me battrai de toutes mes forces. Que vous ne réussissez pas à humilier Paul Biya. Que vous ne réussissez pas à humilier Nyat. Que vous ne réussissez pas à humilier Kaveh Djibril. Ce sont des parents. Mais je vais combattre les fonctions de ces gens-là et leurs responsabilités jusqu'à leur disparition. Parce que ce sont des imposteurs au vu de leur fonction. Alors si Paul Biya a échoué, c'est de la responsabilité de nous tous, inclus me. Et chacun va donc y répondre le moment venu. Donc, le garçon de 11 ans qui a tué son père, il est l'œuvre. Il est exactement ce que Galax et Toga veulent qu'il soit. Il est exactement ce que Ferdinand Ngongo, qui a tué un enfant qui était à peine plus âgé que celui qui a tué son père là, dans sa maison, il avait 23-24 ans. Oui, Ferdinand Ngongo l'a tué dans sa maison, on a trouvé le corps là-bas. Alors, si autant de crimes peuvent rester impunis, comment voulez-vous qu'un enfant comme celui-ci n'aille pas ôter la vie à son père,
pour des raisons qu'il vient de vous donner. Parce qu'il sait qu'il ne lui arrivera rien. Et l'enquête n'ira nulle part. Qui vous dit qu'il n'a pas été envoyé de faire ça? Qui vous dit qu'une personne âgée ne lui a pas demandé d'aller le faire, de poser cet acte? Qui vous a dit que ce n'est pas sa mère? Je n'ai pas dit que c'est sa mère. Quand il y a un crime, mon ami, même moi-même qui suis ici, je suis suspect. Oui, monsieur, on doit m'entendre. C'est-à-dire que le garçon là a ôté la vie à son père. On peut entendre que non, allons poser la question à un moment. Il faut l'entendre. Tout le monde est suspect jusqu'à ce qu'on retrouve le criminel. Le commanditaire du crime est l'homme qui a posé l'acte. La maman de cet enfant doit être aussi entendue, doit être enquêtée. Les enfants ont des téléphones, doivent être écoutés, doivent être dépouillés. Le téléphone de sa mère, téléphone de son père, son propre téléphone. Écoutez même les enfants qui marchent avec cet enfant-là. C'est ça l'enquête. Ratisser large. L'enquête de voisinage, l'enquête de proximité, l'enquête scolaire. Et l'enquête à la gendarmerie. Alors, ces enfants-là, je vous ai dit tous les jours, quand vous avez vu le jour, glorifier Dieu et célébrer la vie. Vous ne savez pas qui est votre assassin. C'est votre collègue de travail, votre collègue de service, votre fils, votre épouse, votre époux. Vous avez vu la femme. Je vous prends tout ce que je suis en train de vous prendre là pour vous amener sur quelque chose de très grave qui s'est passé chez nous et qui a eu un impact à l'extérieur. Vous avez vu la femme là qui a tué tous ses enfants parce qu'elle voulait empoisonner son mari. Son mari qui est un avocat. Ça s'est passé devant nous tous, n'est-ce pas? Vous n'en parlez plus, vous n'entendez plus parler. Vous ne savez même plus à qui vous avez affaire. Êtes-vous en train de manger à la maison? C'est votre femme qui prépare. Vous finissez de manger, elle vous a empoisonné, vous allez vous coucher, vous êtes mort. Vous croyez que vous êtes à la maison avec vos enfants, les petits-enfants. Vous vous reposez, vous dites dans mon fils est à la maison. On croirait que ce sont les bandits qui sont venus adresser les grandes personnes. Non, c'est votre propre fils, 11 ans, qui vous a ôté la vie. Vous pensez que vous avez vos femmes à la maison, vous êtes en train de vivre votre vie normalement, vous apprenez que non, c'est la coépouse de l'autre coépouse qui a empoisonné la nourriture de sa coépouse et ça tue toute la famille, y compris le mari. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que le crime est devenu institutionnalisé. Ceux qui me suivent sur mes publications, vous verrez toujours sur mes pages Facebook, Cameroun, le pays qui offre la mort. Il peut tout manquer au Cameroun, mais on va t'offrir la mort. Et cette mort-là, on te l'offre dans tout. Et surtout, et partout, il y avait tout. Vous voyez les boissons frélatées. Je prends la grande voix. Merci. Voilà. C'est un béton avec toute la vignette. Tout est clair. Ils achètent des bouteilles parfois dans les boîtes. Ils achètent une bouteille vide. Oui, mais ils achètent une bouteille vide. Et en fonction du niveau de détérioration de l'étiquette, le prix baisse. Oui. On a les bouchons. Dans le bidon là, c'est l'alcool à 90 degrés. Même le revient de la Guinée, c'est ici. Oui, c'est ça. Bien. Il faut sortir les emballages aussi. On laisse rien. Voilà les bouchons.
Tu as tous les colorants. Déjà fabriqué. Ça, c'est déjà fabriqué. Ils vont embouteiller. Il faut prendre la balance là. Vous voyez la banane frélatée. Vous voyez les poissons frélatés. Vous voyez le riz frélaté. Les usines au Cameroun qui fabriquent le faux. On en trouve au Bala. On en trouve à l'est. On en trouve à l'ouest. On trouve le faux diamant. On trouve l'or faux. On trouve tout est faux au Cameroun. Mais les mêmes personnes qui régulent ça sont là au Cameroun. Ils sont aux affaires des commandants, des colonels, des capitaines, des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets. Ils sont là. Ils attendent les nominations. Ils attendent les élévations. J'ai la liste ici de toutes les personnes qui veulent porter le drag à Yaoundé. Cette ville où les microbes quittent déjà, viennent tabasser les gens. Cette ville où les policiers sont sous les ordres des règlements de compte. La drogue se retrouve dans des bars. On met dans des chichas, on fume, on boit, on respire, on se purge, on s'injecte. Le Cameroun aura une jeunesse zombifiée bientôt. Et les régulateurs de ce comportement, on les connaît. Les colonels vendeurs de pétrole, les colonels commerçants, les colonels businessmen, les généraux vendeurs de pétrole, les colonels généraux businessmen, ce n'est que ça. La sécurité des Camerounais, ce n'est pas leur problème. Biya peut rester là aussi longtemps, même s'il est mort. Quand ça fait l'intérêt des généraux de Mondoua, de René Claude Meka, d'Amogobote, de Bargangele, de Galaxy Toga, vraiment ce n'est pas un problème. Les Camerounais pouvaient tous mourir. Si eux, ils peuvent aller demander avec d'autres ministres qu'on augmente leur budget. Ça peut aller comme ça, over and over. Alors, je voudrais dire ici donc à Bouba, Simala, que tu peux aller tuer Mbapou, ce n'est pas nouveau. Mbapou ne sera pas le premier ou le dernier. Mais au moins, la particularité, c'est que nous connaissons déjà que tu as été envoyé. Aller tuer Mbapou, nous avons les écoutes, hein. Parce que, puisque vous écoutez les autres, vous ne oubliez aussi que les mêmes personnes que vous écoutez, d'autres vous écoutent aussi, et on nous envoie. Vos communications. Vous allez comprendre mon degré d'avancement en termes de renseignement dans cette vidéo que je partage avec vous maintenant. Donc, Bouba, va tuer. Tu en as déjà tué beaucoup. Peut-être tu ne connais même plus le nombre. Mais souviens-toi de Maxime Eko qui est en prison et des autres. Et souviens-toi de toutes celles de ceux qui sont en prison. De Justin Danouy. Ils n'ont pas tué que Martinez Sissoko. Hein. Ils ont ôté beaucoup de vies. Hein. Mais ils sont là-bas aujourd'hui. Amogo Belinga, il a tué aussi beaucoup. Hein. Il a détruit des vies. Hein. Le voilà aujourd'hui en prison. Je veux m'arrêter sur ce dernier nom. Amogo Belinga et Justin Danouy. Pour maintenant aller là où je vais vous amener maintenant. Je vous ai parlé d'un petit résumé du Cameroun, des agressions, des vols, les tueries dans la ville de Douala, de Yaoundé, partout, dans les 4 coins du Cameroun. C'est l'insécurité, n'est-ce pas? Cette insécurité organisée quitte aussi le Cameroun pour se retrouver dans des pays voisins, organisés par des officiers de notre pays. Ce que je vais vous raconter ce matin est une affaire qui concerne un pays voisin, le Gabon. Le Gabon est un pays frontalier au Cameroun. Vous avez connu Léomba. C'était l'un des premiers présidents du Gabon. Après lui, il y a eu Omar Bongo. Après Omar Bongo, il y a eu Ali Bongo. Alors les faits se passent sous l'ère Ali Bongo. Nous sommes là entre 2022 et 2023. Le projet est en train d'être mûri, d'être pensé par des artificiers du mal, les génies du mal camerounais, qui sont incapables de mener la sécurité dans leur propre pays, transportent donc l'insécurité dans les pays des autres. C'est ainsi que des officiers supérieurs de Yaoundé, la gendarmerie, colonel, organisent un coup d'État à partir du Cameroun. Ce que je vous dis là, les images sont là, je ne vous dis rien sans images. Je ne vous dis rien sans preuve. Les gars organisent donc un coup d'État dans leur bureau, sur les papiers, dans leur conception, qui aura lieu au Gabon. N'est-ce pas? En réalité, ce coup d'État que ces gars sont en train de travailler dans ce bureau-là n'est pas un coup d'État normal. C'est un coup d'État d'escroquerie et de frappe. Oui, monsieur, c'est un coup d'État d'escroquerie et de frappe. Alors,
ces officiers supérieurs s'asseyent donc à Yaoundé. Ali Bongo est président. Et vous savez que Ali Bongo a eu beaucoup de problèmes avec sa sœur Pascaline pour prendre le pouvoir. Donc cette affaire avait été d'ailleurs régulée par notre président Paul Biya, qui a appelé les deux enfants, il les a fait asseoir, il a essayé de donner des conseils, de prodiguer des conseils. Pourquoi est-ce qu'il fallait laisser Ali Bongo gérer le pouvoir? N'est-ce pas? Alors ils sont repartis, Ali Bongo a pris le pouvoir et sa sœur en avait toujours jusqu'ici. Ce n'était pas passé. Mais au fur et à mesure que sa sœur fréquente certaines personnes au Cameroun, discute avec certaines personnes, ces personnes-là maintenant utilisent cette femme-là pour préparer un coup d'état imaginaire dans leur tête. C'est ainsi que ces officiers supérieurs, colonels, la gendarmerie au Cameroun, prennent certains militaires, certains gendarmes en tenue, les films menottés avec des armes de combat à la main. Il y avait certains civils aussi, n'est-ce pas? Là, on vient d'arrêter donc là des gens qui veulent aller faire un coup d'état au Gabon. En réalité, ces gens qui veulent aller faire un coup d'état au Gabon ne sont que des gendarmes en civil qu'on a déshabillés, qu'on a filmés avec quelques civils, avec des armes qu'on a mis, on les a filmés. Et voilà, vont aller faire le coup d'état au Gabon. Quel était le but? Donc, ils appellent donc Pascaline Bongo. Pascaline Bongo, c'est quelqu'un qu'elle connaît, qui instrumentalise tout ça. Oui, monsieur. Ils appellent donc Pascaline Bongo. Ils disent à Pascaline Bongo que, vraiment, nous venons d'arrêter ici une bande de personnes qui est en train de venir faire un coup d'état là-bas au Gabon. Alors, en les interrogeant, ils disent qu'ils viennent faire ce coup d'état-là. C'est toi qui as demandé qu'ils viennent faire ce coup d'état là pour chasser ton frère. Bon, nous venons d'appeler l'ambassadeur du Gabon qui est en chemin pour venir ici, pour qu'il vienne prendre connaissance de la situation. Donc l'ambassadeur du Gabon est en route en train de venir. Alors, nous sommes au point de t'impliquer, tentative de coup d'état au Gabon. Vous imaginez la peur. Parce que qu'elle soit impliquée, qu'elle ne soit pas impliquée, elle a certainement dû parler des choses comme ça avec une personne qui a dû peut-être décider d'en chérir. Oui, monsieur. Yes, sir. Donc, pourquoi est-ce que cette femme-là est sollicitée? Elle est mise sous pression. Il faut qu'elle sorte l'argent. Les officiers supérieurs en question de la gendarmerie demandent à Mme Pascaline Bongo de leur donner 1 milliard. Yes, sir. Ils veulent 1 milliard. Les photos et les images sont là. Ils veulent 1 milliard de francs pour que cette histoire-là ne soit pas éclaboussée, ne soit pas publique, que cette affaire-là ne soit pas connue au niveau d'Ali Bongo. Rentre donc en négociation. Négociation sur négociation, négociation sur négociation, négociation sur négociation. Il se retrouve donc là que la femme finit par leur donner 100 millions. Yes, 100 millions de francs qui ont été comme ça récupérés par des officiers de la gendarmerie nationale. Les officiers de la gendarmerie nationale impliqués dans une organisation d'escroquerie à un haut niveau. Ce sont des Camerounais. Est-ce que vous pensez que ces gens sont des premiers? Non. Ces officiers, je vais vous donner les noms dans la prochaine publication. Je vais vous donner les noms. Vous savez, je ne vous cache rien. Je vais donner les noms. Et nous allons porter plainte même ici, aux États-Unis. Parce que ces gens sont déjà impliqués dans une histoire de fausse monnaie, du faux dollar. Vous savez que je ne peux rien dire et n'importe quoi étant dans ce pays. Je suis dans ce pays, l'Amérique. Je vous parle là des faux dollars. Trafic de la fausse monnaie qui implique le franc CFA et le faux dollar. Je vous parle étant aux États-Unis. Vous comprenez très bien que je ne peux pas dire n'importe quoi sans preuve dans ce pays. Vous êtes témoin ici que j'ai déjà porté plainte plusieurs fois. J'ai gagné les procès avec des preuves à l'appui. Yes, sir. J'ai gagné avec des preuves à l'appui. Ce que vous voyez là, m'a mené l'un des premiers procès. Il y en a eu comme ça 9 procès avec des preuves à l'appui. Alors je vous parle ici étant aux États-Unis. Je vous dis, les officiers camerounais et les autorités commençant par Galaxy Toga sont impliqués dans cette histoire de fausse monnaie du dollar qui court dans la sous-région, mais dont les autorités camerounaises étaient au courant, bien informées. On peut plutôt profiter de cette circulation de la fausse monnaie avec des comptes rendus écrits, signés par des officiers de gendarmerie, net, clair, propre. Donc nous allons porter plainte ici, tout du moins poser encore une autre requête concernant cette affaire. Alors, je voulais vous dire tantôt, est-ce que vous pensez que c'est la première affaire comme ça? Non. Les pays de la sous-région, je l'avais déjà dit publiquement, plusieurs pays de la sous-région, y compris la Guinée équatoriale, ont été régulièrement déstabilisés. La déstabilisation partait du Cameroun pour déstabiliser le Gabon et la Guinée équatoriale. Je vous ai dit ça ici, je peux le prouver. Plusieurs fois. Christophe Boisbouvier, c'est vrai qu'on a appris juste après Noël que des hommes que Malabo qualifie de mercenaires, de nationalité tchadienne, centrafricaine, équato-guinéenne, avaient été arrêtés alors qu'ils tentaient de faire ce qui ressemblait fort à un coup d'État, une attaque que le président Obiang a qualifiée d'acte de terrorisme international qui impliquerait du coup plusieurs pays.
Qui, en Afrique centrale, peut avoir intérêt à nuire à Teodoro Obiang-Nguema, au pouvoir depuis bientôt 39 ans? Alors tout d'abord, il faut rappeler que Teodoro Obiang-Nguema est arrivé au pouvoir par un putsch, hein, c'était en 1979, et depuis près de 40 ans maintenant. Hein, c'est le doyen des chefs d'État en exercice en Afrique. Il dirige le pays d'une main de fer, et c'est pas facile d'être opposant à Bata ou à Malabo. À l'issue des législatives de novembre dernier, un seul député d'opposition a été élu, Jesus Mitogo, et cet opposant est en prison. C'est tout un symbole. Donc, beaucoup d'opposants en exil, notamment en Europe, conspirent contre le régime, d'où la première tentative de coup d'État, c'était en mars 2004, à partir de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, avec l'implication déjà de l'opposition en exil, avec Severo Moto, et des Britanniques Simon Mann et Mark Thatcher, le fils de Margaret Thatcher, et d'où aujourd'hui l'implication probable de certains opposants en exil en Europe, notamment des membres de la CORED, la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique. Ces dirigeants actuels en exil, Raimundo Elan Sang et Salomon Abeson Dong, qui ne sont pas nécessairement d'accord entre deux, démentent toute implication, mais la question demeure. Donc voilà déjà hein, pour l'opposition en exil. Maintenant, pour répondre directement à la question, celle d'éventuelle implication de la part de voisins de la Guinée équatoriale, dans l'interview qu'il nous a accordée la semaine dernière, c'était à RFI et France 24, le président Obiang Nguema a mis en cause des ressortissants de 3 pays, le Tchad, le Soudan et la Centrafrique, avec en première ligne Mahamat Kodo Bani, c'est un ancien officier de la garde présidentielle tchadienne qui est entré en rébellion contre Idriss Déby il y a 10 ans. Autre suspect, le centrafricain Ahmed Yallo, frère de Sani Yallo, qui est un proche du président Touadéra, donc on est en Centrafrique cette fois-ci. Ce qui ressort de tout cela, Vladimir, c'est qu'il existe aux confins de ces 3 pays, Tchad, Centrafrique, Soudan, des seigneurs de la guerre, qui sont bien armés, bien entraînés, qui savent se battre et qui ont goûté déjà aux délices du pouvoir. C'était en 2013 quand ils se sont emparés d'une capitale africaine, Bangui, et ils l'ont tenu pendant 1 an. Il est donc tout à fait possible que de tels seigneurs de la guerre aient voulu faire un coup sur la Guinée équatoriale, qui, comme vous le savez, est une éponge à pétrole, donc dans l'esprit de ces gens-là, un coffre-fort. Il reste à savoir si ces mercenaires, comme les appelle le président Obiang Nguema, étaient en relation non seulement avec des opposants en exil en Europe, dont on vient de parler, mais aussi avec des chefs d'État de la région. C'est toute la question. Alors, Teodoro Obiang Nguema semble absoudre le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, qui a fait le déplacement de Malabo il y a 2 semaines et qui semble avoir convaincu le chef de l'État équado-guinéen de sa bonne foi. En revanche, Teodoro Obiang Nguema est plus interrogatif sur le rôle personnel du président tchadien, Idriss Déby. De très bonnes sources, après le coup du 24 décembre, le coup raté du 24 décembre, les 2 chefs d'État se sont parlé 2 fois au téléphone. Une première fois, c'est Djamena qui a appelé Malabo, la seconde fois, c'est Malabo qui a appelé Djamena. Mais vous l'avez entendu la semaine dernière à notre micro, le président équato-guinéen ne comprend pas comment la sécurité tchadienne a pu laisser un ancien officier de la garde présidentielle tchadienne recruter plusieurs dizaines d'hommes, puis les véhiculer sur quelques 1000 kilomètres entre le Tchad et la frontière équato-guinéenne sans que la sécurité tchadienne ne soit alertée. Le président tchadien était-il au courant ou a-t-il fermé les yeux dans l'espoir peut-être de tirer profit de cette opération au cas où elle réussirait? Djamena beaucoup en doute pour une raison très simple, c'est que à chaque fois qu'Idriss Déby a voulu renverser un régime, eh bien il y a réussi. En 1990, il a renversé Hissène Habré. En 2003, il a renversé Ange-Félix Patassé. En 2013, il a renversé François Bozizé. Donc, s'il était pas un amateur. Donc, c'est pas un amateur. Et s'il était impliqué dans ce coup, beaucoup pensent qu'il aurait été mieux préparé. Alors Christophe Boisbouvier, la justice équato-guinéenne peut-elle prendre des mesures à l'encontre des coupables du coup? Puis j'ai envie d'ajouter, est-ce qu'elle ne va pas justement se servir du bras armé de la justice pour se débarrasser de ses opposants, comme ça s'est déjà un peu vu par le passé?
Alors voilà, sur cette question, d'abord une première chose, les principaux suspects du complot de Noël ne sont pas en Guinée équatoriale. Hein. Mahamat Kodobani et ses compagnons d'armes ont été arrêtés à la frontière, Guinée équatoriale, Cameroun, mais du côté camerounais. Il faut d'ailleurs dire qu'apparemment, toute l'affaire a été éventée et révélée par la sécurité camerounaise. Et le régime équato-guinéen doit une fière chandelle à son voisin camerounais. Les suspects sont donc actuellement détenus côté Cameroun, à Yaoundé, et la Guinée équatoriale demande leur extradition, mais rien ne dit que la justice camerounaise va accéder à la demande de la Guinée équatoriale. Alors maintenant, pour les éventuels complices à l'intérieur de la Guinée équatoriale, il y a un certain nombre de rafles qui ont été faites, notamment dans la communauté tchadienne de Guinée équatoriale. Finalement, après l'intervention de François Luceni Fall, le représentant spécial des Nations Unies dans la sous-région, les commerçants tchadiens, les malheureux commerçants tchadiens qui n'avaient rien à voir avec tout ça et qui avaient été arrêtés, ont été relâchés. Mais vous l'avez entendu lors de son interview à RFI et France 24 la semaine dernière, Teodoro Obiang Nguema a reconnu que 20 militants de l'opposition étaient actuellement détenus en Guinée équatoriale. Est-ce en rapport avec cette affaire de Noël? On ne le sait pas, mais en tout cas, ces détentions soulèvent de très grandes inquiétudes chez les défenseurs des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que dans la nuit du 13 au 14 janvier dernier, l'un d'entre eux, Santiago Ebe Ela, un militant de 41 ans qui avait été arrêté le 2 janvier, donc 10 jours plus tôt, est mort au commissariat central de Malabo. Alors, officiellement, il serait mort de maladie, ce que nous a dit le président Obiang Nguema la semaine dernière. Mais évidemment, quand un prisonnier meurt en prison, toutes les inquiétudes se sont soulevées, sont là, évidemment. On se demande s'il n'est pas mort des suites de mauvais traitements, voire des suites de torture. Le président Obiang, à notre micro, a promis une enquête. Et c'est vrai que tout le monde attend les résultats de cette enquête pour savoir ce qui est arrivé. Vous voyez déjà la question essentielle donc de ce qui va arriver à ces 20 militants de l'opposition qui sont actuellement détenus. Le président Obiang a été réélu il y a 2 ans maintenant pour 7 ans jusqu'en 2023. Il avait promis qu'il ne se représenterait pas en 2023 et il est en train, semble-t-il, de revenir sur sa promesse. Alors quand Justin Daoui vous fait comprendre que il s'occupait de ce qui se passe en Centrafrique, donner des informations à Amogo Belinga. Et Amogo Belinga les revendait. De l'autre côté, c'est encore une autre forme d'escroquerie, de manipulation, de braquage, de fémania. Tous ces pays-là ont un jour, une nuit, été sous la coupe d'un coup d'État organisé par les personnes que vous entendez là. Des fausses informations sorties des laboratoires de la DGRE. Des fausses informations sorties des laboratoires de la gendarmerie, comme le coup d'État avec Pascaline Bongo, qui n'était que un faux coup d'État qu'ils ont organisé dans leur bureau. Les images sont là, les photos sont là, les individus menottés, alors que ce sont des gendarmes. Vous imaginez la vie de Paul Biya entre les mains de ces gens. Chantal Biya n'est pas en sécurité. Mais toi, tu me posais la question, mon ami Benjamin. Chantal Biya est en sécurité aujourd'hui pour 2 raisons. Parce que Dieu, enfin, en sécurité. Chantal Biya est encore en vie pour 2 raisons. Et son mari pour 2 raisons. La première, parce que Dieu le veut encore. Comme Dieu a voulu que je sorte du Cameroun pour venir vous parler ici. Parce que Dieu le veut. Et la deuxième, c'est parce que ceux qui sont autour de Chantal Biya ne sont pas là pour les protéger. Ils sont là pour protéger leurs intérêts. Alors, pour protéger leurs intérêts, il faut tirer sur toute personne qui peut dire la vérité, ou bien toute personne qui est capable d'éclairer le président et son épouse. On vous tire à distance et on fait des faux comptes rendus pour vous noircir. Et eux, ils vont toujours rassurer au président pour dire, nous sommes les meilleurs. C'est pour ça que Paul Biya et Chantal Biya sont encore en vie. Jusqu'au moment où on démontre à Paul Biya que l'homme en blanc qui était à côté de toi, monsieur le président, c'est l'un des pires criminels que tu n'as jamais connu. L'un des tueurs froids que tu n'as jamais connu. Les documentaires qui sortent en France, où on dit que le président de la République partageait ses marabouts avec des civils, avec des présidents français. Vous savez pourquoi j'ai un doute? Je vais partager ça avec vous et vous allez comprendre pourquoi. Écoutez ça. Certains dirigeants tirent leur source de pouvoir auprès du peuple dont ils sont représentants, que ce soit dans les vieilles démocraties
dans les communautés africaines ou dans d'autres contrées du monde. La plupart cependant tirent leur source de pouvoir dans le mysticisme, l'occultisme et le fétichisme qu'ils déterminent comme seul moyen efficace de dominer, d'asservir les populations, mais aussi de remporter les challenges. Un fait tout autant invraisemblable qu'insolite en France a illustré cet état de fait aux élections dans les années 80, où le féticheur du président camerounais Paul Biya intervenait pour Jacques Chirac. Cette émission, nous l'intitulons « Fétichisme et pouvoir politique en Afrique ». Première partie. Octobre 1985. Jacques Chirac prépare, dans la perspective des prochaines élections législatives, son débat face à Laurent Fabius, Premier ministre. Paul Biya va envoyer des valises pour soutenir Chirac. Au Cameroun, on prépare aussi le débat sur le plan mystique. Denis Ekani, en charge de la sécurité intérieure du Cameroun, va demander à Jacques Tillier de venir de toute urgence au Cameroun parce que le président Biya souhaiterait le voir. Rappelons que Jacques Tillier est un journaliste et ancien espion français recruté par Paul Biya pour surveiller l'ancien président camerounais Amadou Ahidjo et certains opposants en France. Tillier prend le premier avion et débarque à la présidence de la République où il trouve Paul Biya en compagnie du milliardaire Omba Damassé. Omba Damassé prend la parole pour annoncer solennellement à Tillier qu'ils vont intervenir sur le débat Chirac-Fabius. Tu verras, Fabius à un moment donné va s'emporter et sera dans les vagues complètement largué. Il perdra ses moyens car, à un moment précis, il ne verra plus Chirac. D'ailleurs, le sorcier du président est là. Va lâcher Omba Damassé. Au même moment, un petit bonhomme maigrichon qui portait un boubou, portait un calot blanc sur un crâne rasé se lève et sort de son boubou une bouteille en plastique d'1 litre contenant une sorte de boue jaunâtre. Dans un français approximatif, le sorcier du président va s'adresser à Tillier. Il va falloir que Chirac se lave avec. La veille de son débat. Et c'est moi qui dois les laver. Jacques Tillier a rendu compte de la demande à un certain Robert Pandreau, proche de Jacques Chirac. Chirac est-il reparti le soir même avec la bouteille? Parce que le lendemain du débat, Chirac va s'empresser d'appeler Paul Biya et Omba Damassé pour les remercier car tout s'est passé comme l'avait prédit le sorcier du président. Cette histoire est racontée par Jacques Tillier dans son livre « Une plume libre ». À tantôt. Bien. Ce que vous avez vu là, je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Je ne dis non plus que c'est vrai. Mais j'ai pris ça pour vous raconter une autre histoire. Vous savez, un jour, M. Biya et son ami Martin Bellinga Eboutou. M. Biya qui faisait une confiance folle à Martin Bellinga Eboutou. Qu'est-ce que faisait Martin Bellinga Eboutou? Martin Bellinga Eboutou allait chercher des marabouts à l'Afrique de l'Ouest. Il les amenait à Yaoundé. Il les faisait asseoir, loger au Hilton. Il leur disait, il leur racontait toutes les petites choses de Paul Biya, qu'il n'y a que Paul Biya qui sait. Et peut-être Martin Bellinga Eboutou aussi. Il raconte toutes ces petites choses-là, quelques-unes de ces petites choses-là, au marabout en question. Il dit au marabout, quand tu seras chez le président, il faudra lui dire que, en regardant tes courriers, tu as vu qu'il y a l'un de ses enfants, que sa femme voulait qu'il soit président au Cameroun, Junior. Il y a l'une de ses filles aussi. Ces enfants-là ont été appelés par des esprits maléfiques. Et que toi tu vois ça. Ce qui est vrai. Il n'y a que le président qui connaît, il n'y a que Bellinga qui connaît, il n'y a que Chantal Biya qui connaît. Mais si toi, marabout, en allant dire ça au président, il comprendra que tu es puissant. Dis-lui telle chose, dis-lui telle chose, dis-lui telle chose. Vous comprenez? Ils sont logés au Hilton Hotel à Yaoundé. Le jour où le président de la République les reçoit, ils se retrouvent là-bas, ils sont assis, le soir, ils commencent à causer avec le président. Ils racontent tout et n'importe quoi. Le président demande à Martin Bellinga Eboutou de donner l'argent. Ça peut être 50 millions, ça peut être 100,
Ça dépend parce que la vie du président en ce moment-là n'a pas de prix. Ça peut être 200 millions. Mais quand c'est 200 millions ou 50 millions, sois-en sûr que toi, le marabout qui est venu, tu vas avoir 5 millions. Le reste revient à Matin, Belenga et Boutou. Ça a toujours été comme ça. Avec tous ces gens-là, vous ne verrez pas Paul Biya aller lui-même chercher des marques. Non, les gens vont toujours chercher, dire non, il y a telle personne que je connais qui m'a fait de bonnes choses, monsieur le président. C'est le meilleur, c'est le bon, c'est ceci, ça. On prend, on amène, on formalise, on te dope avec des choses. Et automatiquement, quand tu es devant le président, c'est ce que tu lui dis. Le président va te croire. Je vais vous donner 2 autres exemples. Il y a donc aussi un autre à Yaoundé. Il est mort, il s'appelait Benaye. Il disait à Paul Biya qu'il cause avec la lune. Ils partent donc au nord Cameroun. Ils sont en train de rentrer. Alors, le général Benaye sort. Il enlève ses lunettes. Il regarde le ciel. Il se retourne, il regarde. Il froisse ses yeux. Il regarde, il met encore les lunettes. Il se retourne comme ça, il regarde. Il revient dans la maison. Il dit au président, monsieur le président, nous ne pouvons pas voyager. Si nous prenons l'avion tout de suite là, nous allons être aspirés. Il ne faut pas voyager. Les astres ne sont pas contents. Les esprits sont en mouvement. Tout le monde, on déballe tout. On laisse, on attend encore. Jusqu'au jour où Benaye va décider qu'on voyage. Pour le moment, vous savez la suite, Benaye, vous connaissez là où il se trouve. Mais Paul Biya est toujours là. Mais Benaye n'est plus. Je vous donne encore un autre exemple. Ici aux États-Unis, Matin Belinga et Boutou, Paul Biya prépare le voyage. Il vient en visite officielle aux États-Unis. Matin Belinga et Boutou, comme c'était un mesquin, la même chose qu'il a fait avec Brenda Biya, il décide de prendre quelques jeunes affamés de New York, comme il y en a plusieurs, y compris comme les gens sont pauvres, comme moi je suis pauvre. Il choisit donc ceux qui étaient, à son service. Il les prend, il dit prenez les pancartes, allez vous mettre à la mission, vous filmez. Paul Biya bandit, Paul Biya criminel, Paul Biya assassin, Paul Biya bandit, Paul Biya criminel, Paul Biya assassin. Même si vous êtes 2 ou 3, ce n'est pas un problème. Filmez, vous m'envoyez ça. Ils vont filmer. Vous ne les verrez pas aller manifester là où il y a l'ambassade qui voulait être vendue en réel à Washington. Sinon, vous ne les verrez pas là-bas. J'étais là-bas tout seul. Bien. Les Mboutman là prennent donc les pancartes, les appareils photo et les caméras, vont là-bas à la mission diplomatique du Cameroun auprès des Nations Unies. Ils vont là-bas manifester avec des pancartes. Paul Biya bandit, Paul Biya voleur, Paul Biya bandit, Paul Biya voleur, Paul Biya assassin. Voilà. Ils filment, ils prennent les photos, ils envoient ça à Matin Belinga et Boutou. Matin Belinga et Boutou reçoit ça. Quand il reçoit ça, là le président va voyager dans les prochaines heures. N'est-ce pas? Le président est en train de vouloir voyager. Oui, le président va voyager dans les prochaines heures. Alors, comme le président va voyager dans les prochaines heures, lui il n'a pas envie d'entendre le bruit à sa fenêtre de dire que les Camerounais manifestent. Matin Belinga et Boutou va donc le voir avec ces images. Il dit, bon, Excellence, il y a des manifestations à New York. Nos compatriotes là-bas, il y a l'opposition, il y a les Camerounais qui ne sont pas contents, qui sont en train de manifester là-bas à New York. Voilà les photos. Ils sont comme ça, les manifestations à la mission. Hein. Les routes étaient barrées. Vous savez, le président Paul Biya ne s'accommode pas trop. Non, il n'aime pas ça. En réalité, Paul Biya n'aime pas les bruits. Il n'aime pas tout ce qui dérange sa tranquillité. Ça, c'est vrai par contre. Il dit, ben, il faut essayer un peu de voir dans quelle mesure il faut désintéresser ses compatriotes. Monsieur le directeur du cabinet civil, mais que pensez-vous que nous pouvons faire pour les compatriotes en question? Matin Belinga Boutou, qui a déjà une idée bien arrêtée dans sa tête, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et c'est lui qui va définir combien doit être donné aux Camerounais qui sont en train de manifester leur mécontentement contre l'arrivée du président. Le président va donc lui demander de débloquer de l'argent et donner à ses Camerounais. Belinga Boutou va débloquer de l'argent. Il prend l'argent, il met dans sa poche. Mais il ne vous donnera pas un centime. Mais il a encore une autre clé dans sa poche. Quand le président Paul Biya voyage, il voyage avec son épouse et avec 50 personnes dans sa suite. Ceux qui viennent avec leurs copines, ceux qui viennent avec leurs femmes, ceux qui viennent avec leurs... Il y a 50 personnes. Mais le gouvernement prend en charge ici 2 personnes. Paul Biya et son épouse. Il est accompagné de la sécurité du FBI, la sécurité des secret services qui le protègent. Bien. Mais les autres délégations sont à la charge du cabinet civil.
Et là encore, c'est un autre marché que Martin Bellinguer Boutou va gagner. Et ce marché-là, Martin Bellinguer Boutou ne va pas donner ce marché-là à un Bamileke. Non. Et non, il ne donnera pas un Bassa à un Douala. Non, il trouvera certainement aussi son frère qui habitait quelque part là-bas en Pennsylvanie. Oui, monsieur, un autre bêtis encore. Il prend ce marché-là, il lui donne. Et donc voilà, ce marché-ci, c'est encore une autre action de surfacturation. Il donne ce marché-là. C'est là où maintenant, les enfants qui ont porté des pancartes vont donc gagner un peu d'argent là-bas. Parce que le président va faire une semaine ici. Et chacun, il y a d'autres qui vont se retrouver avec 7 000 $ par semaine. Pourquoi? Parce que dans ce marché qui veut que la délégation du président, les 50 personnes, doivent avoir, il y a des voitures, il y a des minibus qui vont accompagner les uns et les autres pour aller à la conférence aux Nations Unies, pour aller faire les différentes courses, pour aller dans des réunions à gauche et à droite. Donc il faut au moins une trentaine, une vingtaine de voitures de location. Donc chaque citoyen camerounais qui a une voiture de location vient avec sa voiture. Si tu n'as pas de voiture, tu vas dans une agence, tu déposes ta caution, tu prends la voiture, par jour, tu peux te faire 1 000 $, 1 500 $. Il y a d'autres qui gagnent en une semaine de 15 000 $. C'est dans cette autre fémania que Martin Bellinguer Boutou vous infiltre dans l'intérieur, vous qui avez porté les pancartes. Mais ce que Paul Biya a demandé qu'on débloque, pour vous, il ne vous donnera pas. Non, ça c'est pour lui. C'était 200 millions de francs CFA. C'était 300 millions de francs CFA. Ce n'est pas... Paul Biya n'a pas un problème d'argent parce que ça ne sort pas de sa poche. Martin Bellinguer Boutou sortait ce qu'il voulait. Il prend ça. Maintenant, le budget qui est sorti maintenant pour la location des voitures, donc cette location de voitures-là est encore surfacturée avec des retours-commissions. Il frappe encore là-bas. Et quand vous comprenez donc que le sortie du président, parfois tu peux entendre que le président est sorti, pour une simple sortie, 3 milliards sont tombés. Il y a l'hôtel, il y a l'hébergement, il y a la sécurité, il y a les voitures, il y a les détournements, il y a les surfacturations. Paul Biya n'est pas là pour regarder tout ça, ce n'est pas ça son problème. Il veut faire ce qu'il est venu faire et il repart. Martin Bellinguer Boutou s'en piffe alors. Une fois de plus, il a encore mis le président derrière. Là, le président ne voit que du feu. C'est moi encore, Patrice Lumumba, qui fait un compte rendu pour dire au président que, monsieur le président, nous avons des problèmes dans la société camerounaise, aux États-Unis. Nous sommes très mécontents. Mais ce que vous êtes en train de voir là, c'est le théâtre. Le vrai combat. Pourquoi les mêmes manifestants qui manifestent ici ne peuvent pas aller manifester à Washington DC pour dire qu'on veut vendre l'ambassade? J'étais seul là-bas. Parce que là, c'était sans intérêt pour eux. Mais c'était un intérêt pour moi, double intérêt, triple intérêt. C'est un patrimoine. C'est une action d'Amadou Ahidjo. C'est pour le peuple camerounais. Donc je ne peux pas laisser ça. Mais est-ce que vous croyez que ce compte rendu là que je vais écrire arrivera là-bas? Non, il ne peut pas arriver parce que Martin Bellinguer Boutou est encore là-bas. Il a tamponné là-dessus. Il était le directeur du cabinet civil. Donc tout ce qui se faisait là-bas, c'était avant le Martin Bellinguer Boutou. 3 fois le budget a été donné. Ils ont détourné l'argent. Je me battais donc seul. J'avais la nature, j'avais Dieu, j'avais le soleil, j'avais la pluie, j'avais tout ce que vous pouvez imaginer. J'étais seul. Allez m'asseoir là-bas. J'étais alimenté, nourri par le cuisinier de l'ambassadeur du Gabon à Washington. Parce qu'il loge juste pas très loin de l'ambassade du Cameroun. Et par l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui est face à face avec le Cameroun. J'allais juste à l'hôtel, le matin, aller me laver et revenir. Je passais ma nuit là. Pendant 3 semaines. 2 semaines, je venais. 3 semaines, je venais m'asseoir. Je n'avais aucun Camerounais là-bas. Pas du tout. Ceux qui venaient là-bas étaient les quelques Camerounaises et les Camerounais qui venaient me donner à manger. J'avais mon cousin JC avec d'autres Camerounais qui venaient régulièrement m'apporter à manger. Je dormais là-bas. Mais ceux qui étaient au service de Martin Bellinguer Boutou, non, ils étaient en mission pour détruire Brenda. Ils étaient en mission pour inventer des fausses manifestations à New York. Tout ça rentrait dans la poche de Martin Bellinguer Boutou. Ils étaient là avec des faux marabouts au Hilton Hotel. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça pour vous dire l'imposture des services de renseignement. L'imposture de ceux qui sont aux côtés du président, qui ont transporté cette imposture-là jusqu'au niveau du Gabon, de la Guinée, du Tchad, de la Centrafrique. Et quand vous voyez donc des vidéos sortir,
Comme la vidéo qui dit que le président Paul Biya a échangé son marabout avec le président Chirac. Apprenez à lire le timing. Pourquoi nous parlons de ça maintenant, aujourd'hui? Les qui sont à la manœuvre. Si ce n'est pas un Camerounais, c'est toujours un Français. Vous voyez un peu? Pourquoi on nous parle de ça maintenant? Les qui sont à la manœuvre de cette affaire. Si ce n'est pas un Camerounais, c'est toujours des Français qui sont derrière. Pourquoi en cette période-ci? C'est donc comme ça que ça a toujours fonctionné. Il faut que chaque acte, chacun en tire profondément profit. J'ai donc voulu vous prendre cet exemple, cette affaire du coup d'État au Gabon, organisé par des services de renseignement camerounais, par la gendarmerie camerounaise, par des autorités camerounaises. Ils ont frappé plusieurs millions à la sœur d'Ali Bongo avec un faux coup d'État, avec à la manœuvre un certain Jean-Marc. Les vidéos sont là. Les écoutes sont là. Oui, mais le but était que Madame Pascaline Bongo, dont on connaît les appétits du pouvoir, sorte de l'argent. Elle avait certainement parlé avec son ami. Son ami lui a proposé des choses comme ça parce qu'il savait automatiquement que ça ne va pas marcher. Mais leur but était de lui soutirer de l'argent. Oui, un peu. Oui, on peut faire un coup d'État. Oui, le coup d'État peut avoir lieu, mais on peut organiser ça. On peut organiser ça. On peut organiser ça à partir du Cameroun, ici de suite. Alors, on va chercher des mercenaires. Mais avant ça, même, Madame Pascaline Bongo, elle a sorti beaucoup d'argent. Alors, quand ces enfants-là organisent cette histoire, c'est parce que il y avait déjà des bases, you know. C'est-à-dire, ils vont donc organiser ça, dire voilà, ce qu'on avait prévu faire, ils font exactement comme les Feynman avec le motion, ce qu'on avait prévu faire, on a organisé, machin, tout alors que bon, finalement, la bouteille a explosé, il faut racheter le produit, il faut remonter, il faut aller à Jakarta, à Kuala Lumpur, à Guadalajara, Baden-Baden, parce que les plus grands touristes qui connaissent les coins du monde sont les Feynman. Alors, on lui dit, voilà, comme c'est comme ça, les gars étaient déjà au point d'arriver, ils ont été arrêtés. Alors, pour que ces enfants-là, l'affaire ne sorte pas, comme c'est toi qui as demandé, il ne faut pas qu'ils prononcent ton nom. Alors, il faut 1 milliard. L'officier supérieur en question demande 1 milliard. Discussion Wangaki, Wangaka, ils finissent à 100 milliards. Le Cameroun, les autorités camerounaises. Vous comprenez que les microbes sont partout, ils ne sont pas capables de les arrêter. Ils sont là pour se régler les comptes à gauche, à droite, mais ils vont rançonner les chefs d'État et les familles des chefs d'État dans les environs. Nous allons être les pestiférés de la sous-région et même à l'international, le peuple camerounais. Si nous continuons de laisser ces choses-là, des comportements comme ça perdurer, nous allons être persécutés, pourchassés dans certains pays à cause des crimes que nous avons laissés faire chez nous et que nous transportons dans les pays des autres. Mais rassurez-vous, ça prendra fin. Oui, monsieur. Et ce n'est pas la première fois. Je peux vous citer des cas comme ça, over and over. Demain, je vais vous parler d'un autre officier supérieur. Un autre officier, victime de même comportement, organisé par ses propres camarades. Demain matin, à la même heure, je partage avec vous une autre. Vous allez comprendre que depuis 42 ans que je vous parle, en fait, depuis 42 ans que ces gens-là existent, et je vous parle ici depuis 30 ans, c'est parce que j'ai vu de l'intérieur comment ça marche. Oui, monsieur, Paul Biya est appelé à tout connaître. Mais Paul Biya ne connaît pas tout. Paul Biya est appelé à tout décider au Cameroun. Mais Paul Biya ne décide pas de tout. Chaque jour, je vais vous donner un élément. Et vous allez comprendre. Si Paul Biya ne peut pas les sanctionner au Cameroun, ils seront sanctionnés aux États-Unis ou à l'international. Aussi longtemps que je serai encore en vie, je vais leur montrer que moi, je suis un enquêteur. Oui, monsieur. Vous pouvez aller chercher l'ambassadeur Antonio de Guinée équatoriale. Je suis allé le voir moi-même. Je dis, voici les éléments. Excellence, voici les éléments. Ces gens-là, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait. Il y a tant. Prenez d'autres services, allez investiguer. Vous venez me dire. Finalement, il y a eu le faux coup d'État en Guinée. Vous appelez Antonio, vous lui posez la question que moi, Nouma Patrice Freeman, je lui ai dit, voici comment le coup d'État s'est préparé. Voici par où ils sont passés. Voici les hommes en tenue qui ont intervenu. Voici. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des bêtes partout. Hein? Alors, que Madame Pascaline Bongo fasse très attention et que les autorités de la sous-région fassent très attention. Il faut que ces autorités-là fassent le lien avec ce qui se passe au Cameroun et ceux qui sont en prison et ceux qu'ils ont traités avec eux. Le moment arrivera. Je vais vous parler de ce que M. Touadéra a enduré, de ce qui lui a été dit, de ce qu'il a déboursé, de ce qu'on lui a vendu et de ce qu'il a acheté. Je vais vous dire, jamais. La même chose avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Je vais vous donner le dossier de Margangele et de Damogo Belinga. Je vais vous donner ça en détail. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne cours pas. Je ne fais pas dans les buzz.
de faire dans ce qui peut nous amener à nous élever, nous tous, et à prendre conscience, à éduquer les enfants comme ça pour qu'ils ne tuent pas leur père, leur mère. C'est mon objectif et c'est mon but. Et je vais l'atteindre. Je l'ai même déjà atteint à 50%. Mais l'atteindre à 100%, c'est quand nous serons capables de mettre en pratique ce que nous souhaitons et nous voulons pour l'intérêt des masses, pour l'intérêt commun dans notre pays, le Cameroun. Notez cette phrase-là, l'intérêt commun. C'est ça qui m'anime. L'intérêt commun. Parce que ça ne dépendait que de moi, vraiment. Je vends une bouteille d'eau. Je vends une seule bouteille d'eau. Je suis capable d'acheter un morceau de pain, un bout de pain. Je bois mon eau, je mange, je dors. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de l'intérêt commun pour lequel nous nous battons. Parce que je suis actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun. C'est pour ça que je me bats. Pour moi d'abord et pour toi par la suite. Alors, me rejoignent ceux qui se reconnaissent dans le combat que je mène. Que tu sois Gabonais, que tu sois Équato-Guinéen, que tu sois Tchadien, Centrafricain, Sénégalais, Malien, Burkinabé, Nigérien, Camerounais. Qu'est-ce que... Ça dépend. Vous nous rejoignez parce que nous avons un même combat. Nous battre pour les meilleures conditions de vie de nos peuples et de nous-mêmes. Pour mieux accueillir les étrangers qui nous ont accueillis chez eux. Dire à ces étrangers américains, à ces frères américains, dire à ces Français que nous sommes la fondation de l'hospitalité. Venez voir comment on accueille les gens chez nous. Venez voir comment on reçoit des gens en Afrique. C'est ça mon but. Et nous allons l'atteindre. On l'a déjà atteint à 50%. Vous démontrez qu'il y a des problèmes qui se passent chez nous, mais qui ne sont pas du fait des étrangers, mais qui sont d'abord de notre propre fait. De ceux qui nous gouvernent, de ceux qui sont appelés à nous protéger. Donc j'ai déjà réussi à cette mission-là, à 50%. Et à 100% parce que Dieu me fait confiance et me garde en vie. Le reste des 50% qui reste pour l'aboutissement, c'est avec vous ensemble que nous allons réaliser. Oui, monsieur. Nous allons porter plainte. Et comme je vous ai dit la dernière fois, je le dis ici, je pense. Le président Biya a ses responsabilités dans ce qui arrive à notre pays. Il est comptable. Mais il y aura ce qu'on appelle, vous savez, à un certain moment de la vie, les personnes âgées perdent la mémoire. Nous avons vu ça aux États-Unis. Nous avons vu le comportement de Paul Biya en France et dans certains endroits. Ça va jouer à sa faveur. Un jour, quand on jugera, quand vous allez juger, ils ont abusé des personnes âgées dont la mémoire était faible. Beaucoup de choses sont passées comme ça. On vous a fait signer des choses, on a organisé des choses, on a emprisonné des choses avec le nom de Paul Biya alors que Biya ne savait rien. Voilà un coup d'État qui se fait au Gabon et inscrit, organisé par quelqu'un que Biya a nommé par décret présidentiel. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la situation. Décret présidentiel que ce monsieur a reçu pour être nommé. On trouve dans les photos que vous voyez là au service central de recherche judiciaire. Ça s'est passé là-bas. Les photos sont là. Je les ai avec des vidéos. Je les écoute. J'ai des enregistrements. J'ai des photos. J'ai des vidéos. Mais qui dira ça au président de la République? Parce que celui qui ira dire ça au président de la République, lui aussi il a des casseroles. Donc en allant dire ça au président de la République, tu vas trahir toute une chaîne. Et cette chaîne-là qui a aussi tes casseroles, va aussi livrer tes casseroles. Vous vous entretuez donc comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Vous comprenez donc que Paul Biya et sa femme ne sont pas en sécurité parce que les services de renseignement sont forts, ou bien parce qu'il y a une question de sécurité, parce que les réseaux se neutralisent et parce que Dieu n'a pas encore donné son là. Le Gabon a été victime, la Guinée a été victime. Je vous dis là ce que je peux témoigner partout. Un jour, j'avais rencontré l'ambassadeur de Guinée équatoriale, Antonio. Je lui ai dit, votre pays là subit des coups d'État. Mais ces coups d'État là, cette tentative de coup d'État passe par le Cameroun. Voici les éléments de preuve ici. Moi-même, j'ai discuté avec l'ambassadeur. Le monsieur que vous voyez, Paul Biya là, beaucoup de coups d'État ou tentatives de coups d'État passent par son pays pour attaquer les autres. Vous avez donc vu? Oui, monsieur. Les gars imaginent des coups d'État qui passent par le Cameroun pour aller déstabiliser notre pays, prendre de l'argent. Alors, vous imaginez donc comment voulez-vous que le Cameroun soit en sécurité si nous avons une association d'imposteurs? Si nous avons une association de bandits qui ne sont pas capables de sécuriser leur propre pays, sécuriser leur président, sécuriser sa famille, sécuriser le peuple camerounais, sécuriser leur propre vie. Alors comme ils ne peuvent pas le faire et qu'ils sont des imposteurs, que font-ils? Ils vont donc au Gabon inventer des coups d'État là-bas, rançonner, escroquer les gens, revenir. Alors, vous vous souvenez, pour conclure, de celui qu'on appelle Amougou Belenga. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amougou Belenga et Martin Mbargangele en Guinée équatoriale? Ils sont venus dévoiler eux-mêmes le mauvais partage de l'argent. Le mauvais partage de l'argent d'une affaire qu'ils sont allés faire en Guinée équatoriale. Le mauvais partage. Qui est Mbargangele? Mbargangele, c'est le patron de la police camerounaise qui est impliqué dans une histoire d'escroquerie et de manipulation en Guinée équatoriale contre le président équato-guinéen. Oui, monsieur. Voilà des gens qui laissent leur pays pour aller escroquer un président
qui lui au moins, il a l'intention de développer son pays. Biya prend Obiangema en exemple. Biya a dit dans un discours le 10 février, je ne reconnais plus l'année, c'était un 10 février, bien avant, un jour avant la fête de la jeunesse. Pourquoi les pays voisins font des choses avec très peu de moyens et nous qui avons, nous n'y arrivons pas? C'est Biya. Il parlait de Biangema. Alors que Biangema, qu'est-ce que Biangema a plus que vous? Biangema a les mêmes enfants intelligents que vous. Parce que toute l'Afrique n'est inondée que des intelligences. Qu'est-ce que Biangema a fait? Il dit, je vais prendre de l'argent que j'ai ici pour développer les routes, construire des infrastructures, des aéroports, des hôpitaux. Mais vous êtes incapable d'aider Paul Biya à faire la même chose au pays, mais vous allez de l'autre côté tenter d'aller déstabiliser Obiangema chez lui avec des faux coups d'État, avec des mensonges, avec le vol. Voilà ce que les autorités camerounaises font. Ils ont fait ça au Tchad, ils ont fait ça en Centrafrique. Maintenant, c'était devenu normal. Vous avez vu en Centrafrique des Camerounais qui partaient interviewer des Camerounais. Il n'est pas journaliste. Il n'a jamais fait de cours de journalisme, comme dirait une femme. Jamais. Mais il va s'asseoir, il interviewe Idriss Déby. Et ça passe. Ils prennent de l'argent, ils s'en vont. Justin Damouine vous dit qu'il donnait des informations de ce qui se passe dans les frontières à Mugubelinga. Mugubelinga les prenait aussi pour aller vendre de l'autre côté. L'argent rentrait. Pendant ce temps, le peuple centrafricain souffre. On prend l'argent qui doit nourrir le peuple centrafricain, on donne aux bandits au Cameroun. Et ces gens-là qui passent leur temps à faire des marchés fictifs, volent, des fausses factures, des rétrocommissions, ne font rien pour leur propre pays. Ils vont encore dans les pays voisins, Tchad, Centrafrique, Guinée équatoriale, Gabon. Et vous les voyez prendre des avions. Ils sont reçus par les chefs d'État. On ne va pas recevoir Nouma. Non, 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 non. On va recevoir un bandit, un porteur de faux coups d'État. On reçoit les porteurs de faux coups d'État. Mais on va dire que non, 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 Nouma, comme le garçon qui parle aux États-Unis là, il dit beaucoup de vérité. Non, non, ben, ce garçon, il a quitté l'armée. Après ses écoles militaires en France, il a refusé de venir travailler avec le président. Il a quitté l'armée, ne le prenez pas au sérieux. On dit non, non, ne recevez pas Nouma. Oui, monsieur, mais on va recevoir Amour Belinga. On va recevoir Justin Damouine. On va recevoir les gendarmes officiers. On va recevoir les patrons des services de renseignement de la sécurité. On va les recevoir, eux qui fomentent des coups d'État. Eux qui ont tué la vie de Paul Biya, tué les enfants de Paul Biya, tué le peuple camerounais. Ils sont sérieux, eux, en ce moment-là. Mais nous autres qui disons ici, on va nous indexer. Taxer de tous les noms. Donc, j'ai voulu échanger avec vous cette affaire. Je prendrai le temps dans la prochaine publication de vous donner les photos de ces gens-là, parce qu'il ne peut pas tout vous donner ici. Vous comprenez très bien que je voulais d'abord vous donner ici là, un peu de la mise en bouche, et les vidéos vont suivre, les photos vont suivre de cette affaire. Je voudrais donc vous faire comprendre que ne vous sentez pas en sécurité au Cameroun. Ne vous sentez pas en sécurité. Faites très très attention. Si vous n'avez pas de cadenas dans vos portes, même quand vous dormez à la maison, mettez un cadenas. Vraiment, mettez une alarme qui sonne comme le klaxon d'une voiture, les pompiers. Quand ça ne va pas vous piétiner, seulement ça réveille tout le quartier. Parce que vous ne savez pas par où ça peut venir. Nous sommes tués, nous sommes persécutés par nos propres compatriotes qui sont appelés à nous protéger. Ils ne vont pas tuer Paul Biya 2 fois, ils l'ont tué depuis. Et j'ai passé tout mon temps, depuis plus de 30 ans, à le lui dire. Mais qui pouvait porter ma voix? Quand ceux qui étaient censés porter ma voix sont ceux-là qui organisent cela. C'était impossible, n'est-ce pas? Mais comme je vous dis tous les jours, Dieu vit dans le temps. Et c'est dans le temps que Dieu fait ton palabre. C'est ce qu'il est en train de faire. Je vais dire merci beaucoup au docteur Saker à Douala qui prie pour nous autres. Merci pour cette prière, la prière de ce matin. Infiniment merci avec mon équipe. On a écouté votre prière et nous a fait beaucoup de bien. Comme je vous le dis tous les jours, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Chacun dans son domaine respectif. Chacun dans son domaine respectif. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement, je ne sais pas, le matériel. Ce n'est pas seulement les informations. C'est l'ensemble de tout ça. Vous nous donnez ce que vous avez. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Donc la prière de ce matin, docteur Saker, elle m'a touché. Avec mes amis, mes collègues, on a pris le temps de l'écouter et de prier ensemble en pensant à vous et en pensant au peuple camerounais. Soyez vigilants, mes chers compatriotes. Le président de la République a été l'un des mauvais présidents. Mais ne laissons pas que les comportements comme ça se perdurent dans notre pays. Paul Biya
est otage d'un clan que lui-même il a formé. Il est victime de son propre clan qu'il a formé. Le peuple camerounais que vous êtes, que nous sommes prisonniers d'un système que Paul Biya a mis sur pied. Battons-nous pour sortir Paul Biya de là. Battons-nous pour sortir Paul Biya de là avec sa famille. Sortir Paul Biya de là, c'est nous libérer et prendre en charge toutes ces personnes-là que je vous parle. Le mal est profond. Chaque jour, je vais vous annoncer un événement comme celui-ci pour vous dire comment avons-nous vécu pendant plus de 42 ans avec des gens comme ça qui montent des coups contre eux-mêmes en exposant notre pays à l'extérieur. Ce sont des généraux, ce sont des officiers supérieurs, ce sont des officiers subalternes, ce sont des sous-officiers, ce sont des soldats, ce sont des hommes politiques, ce sont des ministres, des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des activistes, ce sont des influenceurs pour certains. Et nous connaissons le nombre d'influenceurs. Nous connaissons ceux qui sont là pour vous porter la bonne nouvelle. Ils ne dépassent pas 5. Parmi les millions de Camerounais qui sont à l'intérieur, ou je dirais des milliers, il n'y a pas 5 activistes, 5 enfants indignés, 5 influenceurs ou influenceuses qui vous donnent la bonne information et de façon objective. Ils ne sont pas 5. Les autres, chacun connaît sa place. Mais le moment arrive où chacun d'entre nous, inclus moi, viendra répondre de ce qu'il a fait de bien et de ce qu'il a fait de mal. Mes chers compatriotes, je voudrais donc attirer votre attention là-dessus et vous dire de faire très très attention. En ce qui concerne mon jeune frère Mbapou, vit chaque jour en se disant on ne sait pas ce qui peut arriver à tout moment. Sois fort, sois courageux. Tu es un enfant qui a beaucoup de défauts, beaucoup trop de défauts. Comme moi j'ai beaucoup de défauts, comme tous les Camerounais ont des défauts. Mais tu as eu le malheur que tes défauts soient élevés devant tout le monde. Mais vous aurez le temps de voir donc ceux qui ont fait pire que Mbapou avec des galons de colonel, des galons de capitaine, des galons de général. Je voudrais te dire, ce qui t'est reproché, à tort ou à raison, tu n'es pas seul. Je condamne tout ce qui ne rentre pas dans le respect de la loi. Je condamne les fautes que nous commettons tous les jours. Et que chacun réponde de son forfait. Mais je n'accepterai jamais qu'on ôte la vie à un individu parce qu'on veut répondre aux injonctions des autres individus parce qu'ils ont envie de se cacher. Parce que tu veux te cacher, tu demandes qu'on tue l'autre pour le faire taire. Alors, Monsieur Bouba Simala, le commandant Bouba Simala, toi qui as été envoyé pour aller tuer Mbapou parfait, c'est pas un problème. Personne ne peut t'en empêcher. Mais là où tu concluais le marché, tu ne savais pas que tu étais suivi, tu étais écouté. Vas-y, mais nous sommes déjà quand même au courant. Il y a ce qu'on appelle chez les étoiles non à où. Là au moins nous saurons que si Mbapou n'est plus là demain, voici le responsable. Enfin, l'un des responsables. Oui, monsieur. Ceux qui ont demandé l'assassinat de maman Juliette et toi qui avait 73 ans, nous connaissons là où certains se trouvent en ce moment. Certains sont morts et d'autres vont suivre. Nous irons tous un jour, bien sûr, mais pas de la même manière. En tout cas, je ne mourrai pas comme vous autres. Yes, sir. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je le sais que chacun de vous dans son domaine respectif redonnera au Cameroun, notre pays, ses lettres de noblesse. Et ensemble, nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je suis convaincu. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je ferai ma part, je jouerai ma partition. Et je ferai bien. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.